Corruption et terrorisme, quelle corrélation entre les deux notions? Eh bien, il y en a. La corruption endémique ne permet pas aux États de doter leur armée de matériel militaire nécessaire pour lutter efficacement contre les groupes armés qui sévissent dans ces pays. Au Mali et plus tard au Burkina Faso, c'est l'argument avancé par des militaires qui ont pris le pouvoir. S'ils sont adulés par leur population, en grande partie, la nécessaire lutte contre le terrorisme est-elle une raison suffisante et valable pour justifier le maintien au pouvoir de ces militaires? C'est la grande question qui va constituer la trame de fond de ce numéro de Ça débat à Lomé avec comme invité Djeri Komadenga Taga alias Getak, homme politique, député à l'Assemblée nationale togolaise, écrivain très actif sur les réseaux sociaux. Avant cela, Djeri Tama, vous avez été un officier de l'armée togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Également avec nous dans cette émission, Rodrigue Ahego, journaliste, analyste politique. Bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir Ambroise et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Ravi de me retrouver au plateau avec l'honorable. Peut-être un futur type d'honorable pour moi. Pourquoi pas. Eh bien, nous allons commencer cette émission avec l'actualité. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a invité le colonel Assimi Goïta, le chef d'État de la transition du Mali, à une rencontre à Accra, au Ghana, sommet extraordinaire consacré justement à la crise malienne. Alors, honorable Djeri Tama, première question, est-ce que vous pensez que le colonel Assimi Goïta doit répondre à cette invitation de la CEDEAO? D'abord, à quoi répond ou à quoi correspond cette invitation? Non, mais écoutez, aujourd'hui, le colonel Assimi Goïta a été investi comme le président de la transition, donc il est le chef d'État du Mali. Et si sa père, pour la période où il a su la transition, si sa père l'invite, sur une crise qui est quand même très importante, qui met quasiment l'économie du Mali au pas, je crois que le minimum, quand même, c'est d'y s'y rendre. On ne peut pas imaginer un seul instant que les présidents, qui sont quand même des personnes responsables dans leur pays, aient d'autres idées derrière la tête, en dehors de l'écouter et puis d'essayer de trouver un consensus sur un sujet sur lequel, pour le moment, manifestement, la CEDEAO bute. Rodrigue Ahego, est-ce qu'on doit considérer que cette invitation faite à Assimi Goïta par la CEDEAO est une reconnaissance du pouvoir de Bamako? Dans un premier temps, je voudrais faire observer que, à ce que je sache, ce n'est pas la toute première réunion des chefs d'État de la CEDEAO après l'investiture d'Assimi Goïta par la Cour constitutionnelle. Et pour les précédentes rencontres, il n'a pas été invité, malgré qu'il a été investi comme président de la République. Quel que soit le nom qu'on lui attribue, c'est lui le premier responsable, il n'a pas été invité. Et donc cette posture de la CEDEAO qui vient se dédire, à mon humble avis, avec cette invitation sur un sommet extraordinaire dans un contexte où cette même CEDEAO impose des sanctions, assignation à résidence en quelque sorte au président Assimi Goïta, au colonel Assimi Goïta et son équipe, le Premier ministre Choguel Maïga et les autres qui ne peuvent pas sortir du pays, qui ne peuvent pas voyager. Les frontières des États membres de l'espace qui entourent le Mali étant aussi fermées au Mali pour étouffer l'économie et empêcher, donc c'est une sorte de pression que la CEDEAO mettait sur le Mali pour voir la durée de la transition. Et ces conditions qui ne sont pas clarifiées et puis du jour au lendemain, on adresse par le biais du ministre des Affaires étrangères une invitation au colonel Assimi Goïta de se rendre à Accra. Je serai à sa place, en tout cas je risque de me faire harakiri. Alors, Djeri Tama, on sait que la transition au Mali a pour durer 5 ans. Ce qui avait provoqué, disons, un tollé au sein de l'espace communautaire et même dans la communauté internationale. Comme Rodrigue l'a dit, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la CEDEAO est en quelque sorte en train de se dédire et même en train de légitimer, encore une fois, le pouvoir de Bamako? Pourquoi? Il y a déjà une rencontre de la CEDEAO à laquelle M. Assimi Goïta a participé au mois de décembre. Donc oui, mais après l'investiture par la Cour constitutionnelle. Oui, mais je veux dire à la limite qu'il avait même encore moins de légitimité à l'époque où on l'a reçu au mois de décembre. Ce n'est pas faux. Qu'après, aujourd'hui, la question n'est pas de dire à M. Assimi Goïta ou bien à toute autre personne de quitter le pouvoir dans l'immédiat, puisque aujourd'hui, le ministre, le médiateur de la crise malienne, M. Goodluck Jonathan, revient de Mali, où la proposition de la CEDEAO, c'est une transition d'1 année.
Donc, si on vous propose, par exemple, une transition d'une année, ça veut dire que pendant l'année pendant laquelle vous faites la transition. Directement, une année, est-ce que c'est tenable? Moi, en tout cas, ce que je pense, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette situation. Parce que d'un côté, je ne pense pas que ce soit les élections ou que ce soit la prolongation du mandat qui regrette le problème. Le problème, il est endémique, il est plus profond, il n'est pas uniquement lié à un coup d'État. De toute façon, je rappelle que c'est le 5e coup d'État que le Mali a depuis son indépendance. Donc, si les coups d'État réglaient un problème, je pense que le problème aurait été réglé. Donc, aujourd'hui, la question, c'est de s'asseoir, discuter, parce que les effets des sanctions, c'est beaucoup plus les populations qui les suivent. Et je ne pense pas que, initialement, la CEDEAO, en prenant des mesures aussi draconiennes, pensait que ça allait durer. Et je rappelle qu'un pays comme le nôtre, le Togo, en 2005, a subi aussi une batterie de sanctions. Quasiment tous les pays de la sous-région ont souvent suivi des batteries de sanctions. Et cette batterie de sanctions-là, en réalité, provoque une normalisation de la situation. Là, c'est différent. Donc, oui, je crois que ça peut être intéressant à ce que le colonel vienne rencontrer ses pairs, mais il peut aussi décider de se faire remplacer. De toute façon, ce n'est pas en faisant le dos rond qu'on règle le problème. Je rappelle tout autant quand même qu'aujourd'hui, les sanctions de la CEDEAO ne concernent que l'espace communautaire. Aujourd'hui, si par exemple Assimi Goïta veut aller en Algérie, veut aller en Guinée, la preuve c'est que les frontières avec la Guinée ne sont pas ouvertes, ou bien veut aller dans d'autres pays qui ne sont pas concernés. Exemple, voilà, et d'autres pays qui ne sont pas des pays asiatiques. Il n'y a pas de souci. Donc, le gros problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un espace communautaire et malheureusement, l'imbrication de nos économies font que les sanctions, quand même, posent des problèmes sur l'économie malienne. Bon, maintenant, après, d'autres pays peuvent décider. Il y a des pays qui vivent en autarcie qui peuvent décider, je ne reconnais pas. Moi, je m'attendais initialement à ce que soit le Mali dit on quitte la CEDEAO, et puis bon, on n'en parle plus. La Mauritanie a quitté la CEDEAO depuis l'année 2000 et vit, n'est pas mort pour autant. Ou bien alors on sent qu'il y a un intérêt à rester dans la CEDEAO, il faut trouver une solution rapidement à ce conflit, ce qui malheureusement a des effets sur la population. Très bien. Alors, Rory, oui, vous voulez réagir? Et encore que comme je le dis, c'est une invitation qui vient au lendemain d'un appel du président français qui demandait à la CEDEAO de corser les sanctions contre le Mali après que les autorités maliennes aient décidé d'interdire le service des correspondants de RFI et enfin de TV5 Monde, je crois, France 24. Et de France 24, je crois, au Mali. Alors, quant au lendemain, cet appel de Macron à l'endroit de la CEDEAO qui a toujours été très obéissante, vis-à-vis de son chef supérieur ou suprême. Vous savez que quand ce que France veut, CEDEAO veut. Oui, Rodrigue, en même temps, on ne va pas aller dans une boule de cristal. Parce que... Non, pas dans une boule de cristal. Je maintiens, je suis sur la ligne. Si au lendemain de cet appel, parce que ce n'est pas le premier appel qui aboutit à des sanctions dans l'espace, dans la sous-région. Et donc, si au lendemain de cet appel, on invite celui-là qu'on appelle à sanctionner, à rencontrer entre griffes ses pairs, pour moi, ça pose un problème. C'est à réfléchir par 1000 fois. Mais je suis convaincu qu'on ne peut pas aussi rester avec un grand écart au beau milieu pour régler le problème. Il faut dialoguer. Mais dialoguer, il faudra que les conditions soient réunies. Conditions soient réunies, c'est pour moi des signaux à envoyer par la CEDEAO pour mettre en confiance cette personne qui a été considérée comme persona non grata depuis le coup d'État. On va maintenant entrer dans le vif du sujet pour évoquer les raisons directement que ceux qu'on appelle les poutistes, même si personnellement je n'aime pas trop le terme, mettent en avant pour justifier les coups d'État. Et dans une certaine mesure au Mali, on a parlé de la corruption, et la corruption qui est considérée comme, je dirais, un obstacle à ce que l'armée malienne puisse disposer de matériel, d'équipement pour pouvoir lutter contre les groupes armés. Et plus tard au Burkina Faso, ce qui a été mis en avant, ce sont les actes terroristes, les attaques terroristes dont le pays a souvent été l'objet, la cible, j'ai envie de dire. Alors, directement, est-ce que vous pensez que ces arguments sont suffisants? D'abord, est-ce qu'ils sont valables pour justifier un coup d'État dans un pays qui se dit démocratique? Vous connaissez, j'ai un principe de fonctionnement en tant que président d'un parti politique centriste et bien entendu républicain. C'est qu'en aucune façon, un coup d'État ne peut se justifier. Rien ne justifie un coup d'État, quelles que soient les circonstances. Non, la seule
raison pour laquelle un coup d'État éventuel peut arriver, c'est quand on est dans une situation, et par exemple chez nous, dans notre pays, l'article 150 le règle, c'est-à-dire que c'est quand on est dans une situation justement de coup d'État qu'on peut faire un coup d'État pour ramener... C'est un contre-coup d'État. Voilà, ça on peut comprendre. C'est-à-dire que si nous sommes dans une situation, on a appelé certains coups d'État, on va dire, salutaires, comme Salou Djobo au Niger à l'époque, comme M. Tandja a voulu faire un troisième mandat, on a mis un terme à cette situation. Ça peut se comprendre. Même à la limite, même le coup d'État en Guinée peut se comprendre parce qu'on est dans une situation quand même. Mais ça, il faut que ça soit conduit automatiquement avec un respect de l'ordre constitutionnel et donc le retour à l'ordre constitutionnel avec des élections dans les meilleurs délais, ainsi de suite. Parce que d'abord, un coup d'État est un échec de la République. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand vous regardez tous les pays, prenons le cas du Mali, en 2012, l'argument qui a été avancé pour le coup d'État de M. Sanogo, c'était exactement la même chose. On n'a pas suffisamment d'armes pour faire la guerre. Et puis, ce coup d'État l'a conduit automatiquement à l'expansion des troupes Touareg. Aujourd'hui, quand vous prenez la situation qui prévaut, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, c'est que en fait, la menace terroriste n'a pas été non seulement résorbée, mais elle s'est même accentuée. Très bien. Alors, directement, on va revenir. Je vais terminer si vous très rapidement. Aujourd'hui, j'ai été militaire, j'ai été déployé sur des théâtres d'opération. Une grande partie de la corruption se trouve même dans les chaînes de commandement au niveau des militaires. Donc, c'est un argument à mon sens. C'est un argument à votre sens. Rodrigue, selon directement, aucun coup d'État ne peut être justifié. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations, aucun coup d'État ne peut être justifié. Mais en même temps, et c'est là la fin de son intervention, ça peut être un argument recevable, c'est-à-dire que les militaires, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, est-ce que quelque part, ils n'ont pas raison lorsqu'ils disent, pas nécessairement pour justifier le coup d'État, mais le constat qu'ils font, est-ce que ce n'est pas juste? Dès lors que l'argument est recevable, c'est que ça justifie l'action. Ça justifie l'action. Un coup d'État? Dès lors que l'argument est justifié, est recevable, oui. Donc ça justifie le coup d'État. C'est une raison... Pour des institutions qui ont été démocratiquement mises en place. J'en viens. Est-ce que la rupture de l'ordre constitutionnel ne pose pas problème? Pour moi, de toutes les façons, le débat autour de la rupture de l'ordre constitutionnel mérite d'être, je dirais, âprement discuté au sein de l'espace CEDEAO, qui ne fait plus exemple en la matière sur le continent. Parce que je ne sais plus finalement ce qu'on met dans l'ordre constitutionnel. Tripatuer les élections, se faire élire comme on veut, tripatuer la constitution, se donner un boulevard pour diriger ad vitam aeternam le pouvoir, ça c'est dans l'ordre constitutionnel. C'est ça? Comment dirais-je, prendre pour soi les ressources qui doivent servir à nourrir tout un peuple, parce que quand vous prenez par exemple aujourd'hui l'espace CEDEAO, c'est cet espace-là dans lequel par exemple ceux qui sont politiques ou bien ceux qui sont appelés à l'œuvre sacerdotale, donc le président de la République et le ministre au sein des gouvernements sont plus riches que les hommes d'affaires de ces pays. L'argument avancé par Jerry Tama pour dire que, pour expliquer que les coups d'État, quelles que soient les situations, ne sont pas justifiables, c'est que même ces coups d'État-là ne permettent pas de régler les problèmes. C'est l'autre paire de manches. Parce que pour moi, aujourd'hui, l'ordre constitutionnel, ça parle de l'égalité, de légitimité. L'égalité dans un contexte où, on se trouve dans l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire les dispositions constitutionnelles, d'accord? Et légitimité lorsque le peuple se retrouve dans ce qu'on fait dans l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire dans la légalité. Alors, quand vous prenez l'exemple du Mali, par exemple, c'est rapidement, vous avez encore 15 la secondes. La CEDEAO évoque la question légalité et le peuple malien évoque la question légitimité. Alors, qu'est-ce qui est prenable? La légalité soutenue par une minorité ou bien la légitimité? Sauf que Jerry Tama aujourd'hui, tout un peuple qui a Jerry Tama, sauf qu'aujourd'hui, et vous l'avez si bien dit tout à l'heure dans une de vos interventions, c'est le peuple malien qui se trouve finalement pris en sandwich entre, je dirais, les sanctions drastiques de la CEDEAO et la détermination des autorités maliennes à aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il faut trouver une solution médiane. Et c'est quoi la solution médiane? Non, mais la solution médiane aujourd'hui, c'est ce que dit. Hypothèse numéro 1, le Mali dit, je ne me retrouve pas dans ce qu'on me proposait, je sors de la CEDEAO, tout simplement. Je donne encore l'exemple de la Mauritanie qui est sortie de la CEDEAO. Ça, c'est pas un problème. C'est rien passé. À partir du moment où vous sortez, vous n'êtes plus astreint aux contraintes communautaires.
ou bien vous restez dans la CEDEAO et vous respectez les contraintes communautaires. Donc, pour moi, c'est très simple. C'est-à-dire que si aujourd'hui le Mali trouve que les sanctions, tout ça, sont disproportionnées et ne correspondent pas à ce que le peuple malien veut, il sort de la CEDEAO et puis c'est fini. On va rester avec vous directement. Est-ce que si on prend l'exemple du Burkina Faso, où le pouvoir a été, en tout cas l'ordre constitutionnel a été rompu, si ma mémoire est bonne, le 24 janvier, c'est bien le 24 janvier que l'ordre constitutionnel a été rompu et le président Roch Christian Kaboré a été déposé. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que les coups d'État, c'est vrai, ils se suivent mais ne se ressemblent pas et que d'un coup d'État à un autre, on peut être amené à un moment donné à trouver des situations, des circonstances atténuantes à certains coups d'État? Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Vous avez au Burkina Faso un président que vous avez élu, qui n'a pas contesté par son opposant. L'opposant à M. Kaboré l'a appelé pour le remercier. Toute la classe politique a reconnu la sincérité des élections. Et puis maintenant, après, il ne faut pas rentrer dans un processus où les militaires se retrouvent subitement du fait de la possession de la force létale et de la force publique au-dessus des institutions. Dans ce cas-là, ça veut dire que chaque fois qu'un groupe de militaires vont trouver qu'un président légalement élu ne fait pas les choses telles qu'il le souhaite, il le dégage. Et donc, quelle est la limite? Il n'y a plus de limite. Parce que là, nous sommes en présence d'un président élu. S'il y a des griefs, je donne l'exemple de M. Hollande. Quand M. Hollande a été élu, vers la fin de son mandat, il n'avait que 13% d'intention favorable. C'est-à-dire que même pas la moitié. 13%. Qu'il était décrié par tout le monde. Et il a simplement... On ne s'est pas retrouvé un matin avec des militaires français qui disent écoute, tu ne fais pas l'affaire, donc dégage. Parce que c'est ça en fait ce qu'on appelle le contrat de la démocratie. On peut décider de ne pas y être. Mais quand vous avez le contrat de la démocratie, quand vous avez des institutions qui fonctionnent, ces institutions-là doivent fonctionner jusqu'à leur terme. Mais parce que quand vous décidez d'interrompre ce système, soit ça veut dire que le prochain président qu'on met en place, qu'est-ce qui va se passer? Il va passer son temps à caresser dans le sang des poils les militaires pour qu'ils ne touchent pas. Alors que la possession des armes sont les armes qu'utilisent les militaires, ça vient du contribuable. Et donc, au fait, le contribuable donne les armes aux militaires pour que, subitement, quand ils ne sont pas contents, ils décident de mettre un terme à notre conflit. Très bien. Rodrigue, on voit ici dos à dos, légitimité, légalité. Et que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, on assiste à des scènes de liesse populaire. On a assisté plutôt à des scènes de liesse populaire où les populations semblent, donc pas semblent même, hein, mais les populations sont derrière à fond les nouvelles autorités au Burkina Faso, au Mali. Aujourd'hui, au Burkina Faso, on connaît donc les membres de l'Assemblée constituante. Est-ce que c'est suffisant pour que, là on va prendre précisément le cas du Burkina Faso, pour que les autorités conduisent la transition durant les 36 mois qu'ils ont donnés? Vous savez, nous sommes dans un contexte où on a déjà détourné l'armée de son rôle régalien. C'est quoi le cas dans l'espace CEDEAO. Vous savez, quand on prend les différents pays, les pays plus ou moins qui ont su avoir une armée républicaine, essayent quand même de jouer le jeu jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel se succède. Mais ces pays dans lesquels Thierry Tama l'a dit tout à l'heure, que la corruption, c'est quand même dans les sphères de l'armée, et donc ça ne peut pas servir d'argument. Alors vous comprenez que c'est un système qui est établi, où des gens mangent et décident de qui doit leur permettre de manger. Et dès lors que quelqu'un ne permet pas, par exemple, ne remplit pas les critères pour qu'on mange bien, on dégage cette personne, il faut trouver l'autre pion favorable pour que le business continue. Alors, si c'est ça le problème, puisque c'est ce qu'on évoque, par exemple, au Mali et plus tard au Burkina Faso, qu'on souffre, par exemple, d'essayer ce que ceux-là proposent comme remède, si c'est eux qui évoquent le problème. Rodrigue, vous savez, comme si on va maintenant aborder le dernier virage de cette émission très, très rapidement. Thierry Tama, certains estiment que c'est parce que la démocratie telle qu'elle est appliquée au sud du Sahara s'est cassé les dents que finalement les militaires interviennent. Ma question, c'est de savoir, est-ce que la démocratie n'a pas trébuché en Afrique? Vous savez, Churchill disait que la démocratie est le pilier des systèmes que nous avons, mais c'est le seul qu'on a. Il n'y a pas de système idéal. Mais après, maintenant, soit l'Afrique décide d'inventer son propre système. Aujourd'hui, la Chine a un système qui est particulier. Et votre cœur battrait pour quelle option? Non, moi, je pense modélise que son propre système? Non, vous savez, nous ne sommes pas plus différents. En fait, moi, je trouve Vous estimez que la démocratie est une valeur universelle? Les gens inventent des arguments pour justifier leur turpitude.
Aujourd'hui, on a essayé à travers le monde beaucoup de systèmes. C'est pour ça que j'ai fait appel à la définition de Churchill. Et l'équilibre des pouvoirs, quand ça fonctionne, est un bon système qui permet en réalité qu'une seule personne n'est pas à lui tout seul la quintessence du pouvoir, mais qu'il ait des contre-pouvoirs. Et aujourd'hui, on a d'autres contre-pouvoirs en dehors du pouvoir législatif et judiciaire. Aujourd'hui, on a la presse qui est un contre-pouvoir, on a la société civile qui est un contre-pouvoir. Et quand tout ceci fonctionne, oui, ça permet aux citoyens d'avoir quoi? La liberté. Parce que ce que nous recherchons, le meilleur système au monde qui existe, c'est celui qui permet aux citoyens d'avoir les libertés. Et quand je parle de liberté, ce n'est pas uniquement la liberté de manifester, c'est la liberté aussi de se nourrir, la liberté d'avoir un travail décent, ainsi de suite. Donc pour moi, c'est que c'est un bon système. Mais l'ennui, c'est que souvent, il est alimenté par des personnes qui veulent le contourner. Donc c'est pour ça qu'en Afrique, on a souvent des démocraties de façade, avec des régimes hyper présidentialistes, où l'ensemble des institutions fonctionnent, mais fonctionnent au profit d'une seule personne. C'est tout. Maintenant, aujourd'hui, l'Afrique, comme Obama le disait, le problème de l'Afrique, ce n'est pas les personnes, c'est les institutions. Il faut qu'on arrive à avoir des institutions qui soient très fortes, qui soient crédibles, qui soient indépendantes, qui soient autonomes, afin de pouvoir jouer le rôle de contre-pouvoir, pour faire en sorte que le pouvoir ne se retrouve pas dans les mains d'une seule personne, bien d'une oligarchie, mais qui se trouve là où il doit être au niveau du peuple, tout simplement. Ça, c'est du travail qui... Et comme l'a dit Montesquieu, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Rodrigue, dans un de vos développements tout à l'heure, vous avez laissé entendre que la démocratie telle qu'elle est pratiquée en Afrique donne simplement ce schéma qu'on peut caricaturer comme de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui vient au pouvoir, qui profite des ressources du pays, pendant qu'un autre attend en instance donc, pour son heure pour venir. Un peu comme l'a dit Denis Diderot, le même mal nous vient ou de Dieu qui nous éprouve ou du diable qui nous tente. Exact. Et je suis parfaitement d'accord tout à l'heure avec l'explication que Jerry Tama a donnée. Et puis, c'est ça aussi le nœud du problème. On a façonné la démocratie, on a vidé la démocratie de toute substance crédible et on l'a remplie avec des éléments qui ne cadrent pas forcément avec la démocratie. On l'habille, on l'appelle démocratie, c'est-à-dire chacun fait la démocratie. La démocratie, c'est la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est très simple. Le gouvernement du peuple. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, toutes les institutions doivent jouer leur rôle. Pas pour une personne, mais pour un peuple. C'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, dans les pays comme le Ghana, ces dernières années, on parle de fraude électorale. Mais dès lors que les gens savent, ou les candidats savent qu'ils font confiance aux institutions de la République, et plus loin encore, ils savent qu'on ne peut pas facilement tripatuer la Constitution et s'offrir un 3e ou 4e mandat, donc on attend. Vous avez vu le combat qui a eu lieu entre Feu Atta Mills et puis Nana Akufo-Addo qui est président actuellement. Vous avez vu, après, il y a eu entre lui et Mahama. Mais Mahama est parti, il est président. À l'issue de son second mandat, ce qui est sûr, il va partir. Et donc, quelqu'un va arriver. S'il y a ça comme garantie, les gens se calment. Mais dès lors que vous êtes là, un mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, et puis on est en train de préparer un 5e, voire 6e, voire 7e, et on se dit dans une république, dites-moi de quelle démocratie on peut parler dans une telle république, si les autres n'ont pas la chance d'arriver. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, certains pensent que ça pourrait faire effet boule de neige et qu'on n'est qu'au début d'un phénomène que je ne peux pas nommer. D'abord, j'aimerais quand même rappeler que les coups d'État au Mali et au Burkina Faso, c'était sur des présidents qui faisaient leur 2e mandat et qui n'avaient pas exprimé de prétention particulière à en faire un 3e mandat. Contrairement à la Guinée. Contrairement à la Guinée. Donc, c'est pour ça que je parle toujours de la justification de ces coups d'État. On aurait eu un président malien ou bien burkinabé qui voulait faire un 3e mandat. On aurait pensé quand même un coup d'État justifié. Donc, vous comprenez ce qui s'est passé en Guinée? Oui, c'est pour ça que j'ai dit on peut parler au niveau de Guinée d'un coup d'État salutaire à la seule condition qu'on revienne à l'ordre constitutionnel dans la foulée. C'est-à-dire que si on fait un coup d'État et puis on fait encore 3 ans, 4 ans, 5 ans, on n'a pas réglé le problème. Directement, il y a certains qui pensent également que dès lors qu'il n'y a pas eu effusion de sang, bain de sang à l'issue d'un coup d'État, c'est que on peut passer dessus. Est-ce que vous recevez cet argument? Non, en tant que militaire, moi je pense même que c'est très grave parce que si vous avez nous avons nos institutions où on n'a pas d'armée en mesure de défendre le président. Vous savez, moi j'ai une formation de blindé. Tu prends un char Leclerc,
Tu arrives au Togo ici avec un tigre dont tu peux faire un coup d'État tranquillement. Ça veut dire qu'en réalité, les institutions ne sont pas défendues. Je ne suis pas pour les tirs directs, mais ça veut dire quand même que nous avons des présidents qui ne sont pas protégés. Et c'est plutôt grave parce qu'on peut se retrouver avec des Bob Denard de nouveau qui peuvent arriver dans nos pays et pour pas grand-chose, prendre le pouvoir. Ou bien alors on peut avoir des puissances étrangères qui instrumentalisent des gens et on va revenir à une période qu'on ne veut pas. Mais est-ce que nous sommes en train de rentrer dans une période de multiplication des coups d'État? Sincèrement, j'espère que non. Parce que les coups d'État est un revers pour la démocratie. On peut trouver un moyen de régler les problèmes autrement. Je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, si M. Assimi Goïta faisait comme M. Mohamed Ould-Abziz en Mauritanie, qui dit, OK, écoutez, je quitte mes fonctions de militaire, je me présente comme un civil à une élection et que je gagne, personne ne serait là aujourd'hui à dire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il aurait même largement pu le faire avec le mois en faisant les élections au mois de février. Parce que quand on prend comme l'exemple de beaucoup de pays, le Nigeria a aujourd'hui plus d'attentats terroristes que beaucoup de pays au nord, mais arrive quand même à organiser ces élections. Donc, j'espère que ce ne sera pas une contagion. Je pense aussi que ceci a fait que beaucoup de chefs d'État ont revu leur système de protection. Et malheureusement, à quoi on va s'exciter, c'est qu'aujourd'hui, les dépenses militaires vont exploser. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour les populations. Rodrigue, tout n'est pas que noir du côté de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il reste encore pour cette CEDEAO aujourd'hui? Quelles sont les cartes qu'il lui reste à jouer pour sauver encore ce qui peut l'être? Non, je crois qu'il doit jouer la carte, la CEDEAO, elle doit jouer la carte de sa propre crédibilité. Non seulement pour régler la crise malienne, burkinabé et guinéenne, mais pour éviter... Elle doit jouer la carte de sa propre crédibilité dans un premier temps, parce que c'est une institution qui ne se fait pas vraiment respecter. Vous allez comprendre mais sur le continent, la CEDEAO, il y a pire que la CEDEAO. Non, mais sur le continent, il y a pire que la CEDEAO, mais on parle de la CEDEAO. Et vous allez voir que c'est pratiquement copie conforme, même si on estime qu'il y a pire que la CEDEAO. Et au sein de ces organisations Parce que Rodrigue, on a vu cette même CEDEAO régler des crises dans cet espace. Oui, un règlement à géométrie variable, parce qu'on est pour ce qui se passe, par exemple, dans un pays X, et la même chose se passe dans un pays Y qu'on n'est pas pour. Donc, je crois que c'est à géométrie variable, ce dont on veut. Une CEDEAO assez forte peut permettre, vu d'ailleurs son protocole sur la vision 2050, qui veut corser les principes pour avoir des États qui sont bien dirigés en matière de bonne gouvernance, ou qui protègent les libertés, les droits humains, ou encore qui fassent la promotion des principes qui peuvent permettre le plein épanouissement et le bien-être des populations. Si la CEDEAO arrive en son sein à s'assainir, je pense que ça doit être un bon départ déjà pour cette CEDEAO qui voudrait se respecter au niveau de son espace où on a par exemple des empereurs, des jeunes doyens, etc. etc. Très bien. Donc ça passe par là. Directement, la question de la CEDEAO se pose encore. Pour terminer très rapidement avec vous, on parle de la CEDEAO des peuples. Aujourd'hui, on a l'impression finalement que c'est beaucoup plus la CEDEAO des États. Est-ce que c'est, je dirais, le passage de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples qui va régler le problème? Parce que quand je dis CEDEAO des peuples, j'entends les vrais problèmes auxquels font face les pays de l'espace communautaire, notamment le terrorisme, les groupes armés, tout ce qu'on peut mettre sous ce vocable-là. Est-ce que c'est ce qui va régler le problème finalement? Non, vous n'aurez jamais de CEDEAO des peuples. Parce que quand vous dites CEDEAO des peuples, c'est un peu comme si les peuples vont se réunir pour décider. Vous avez des gens qui sont les représentants des peuples, à savoir des pays qui ont envoyé des... C'est pour cela que j'ai expliqué en disant aujourd'hui, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Exact. Quand vous comparez les organisations sous-régionales, la CEDEAO est l'une des plus intégrées et est l'une de celles qui est le plus efficace. Il y a eu beaucoup de tentatives, je parlais tout à l'heure du Togo. Ouais. Il y a eu le cas en Gambie. Il y a eu le cas en Gambie, donc il y a eu le cas même en Guinée-Bissau, ainsi de suite. Donc c'est une CEDEAO qui intervient. Maintenant, après, on peut être d'accord, ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, si c'est au niveau étatique, celui qui n'a pas d'accord quitte la CEDEAO. Celui qui est d'accord, il reste sur le fonctionnement de la CEDEAO. Mais maintenant, c'est un peu comme la démocratie. On dit que la démocratie, elle est du peuple, mais elle est représentative. Vous avez un président de la République, vous avez une Assemblée nationale, mais vous n'avez pas un système où tout le monde, sur toutes les questions, se réunissent pour décider. Donc, oui, on peut avoir des critiques, mais moi, je reste assez positif sur ce que la CEDEAO fait en comparant avec les autres. Maintenant, sur certains pays, il y a des gens qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. Bon, ça fait partie du jeu. Merci, ça fait partie du jeu.
Et votre conclusion fait partie également du jeu de l'émission, ça, débat à Lomé. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il ne nous reste plus qu'à remercier nos invités, Jerry Komadenga Tama, homme politique togolais, pour être plus complet, président du NET, le nouvel engagement togolais, député à l'Assemblée nationale du Togo, ancien militaire, ancien officier de l'armée togolaise, par ailleurs écrivain très prolixe, très présent sur les réseaux sociaux. Rodrigue Arrigo, merci d'être passé également, journaliste, analyste politique. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Télé Sud.